Il y a quelques années, j'ai codé mon propre CMS pour me permettre de créer un blog. La base est en Node Express et la partie front en handlebars. Bien évidemment, je n'ai jamais tout bouclé à 100%, mais je vous propose de faire une petite présentation de ce qui a été fait. Dernièrement, j'ai remis les mains dedans et je me suis dit qu'il était temps de faire évoluer tout ça vers des outils un peu plus au goût du jour, avec du Strapi TypeScript en back-end et du Next.js en front-end. Alors, on est sur quelque chose d'assez simple et épuré. Donc sur le site, on peut poster effectivement des articles, du contenu audio, du contenu vidéo. Voilà, globalement, c'est ce genre de choses. Bien sûr, avec tout ce qu'il y a de base sur à peu près tous les blogs, donc des CGU aujourd'hui, à cause du RGPD, et un formulaire de contact, avec un petit captcha qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Pour ce qui est du back-office, donc voilà, un dashboard qui n'avait pas été finalisé, mais on a une partie blog qui nous permet de créer du coup les catégories. On peut les modifier assez rapidement, quelque chose d'assez basique là-dessus. Des pages. Alors pour les pages, il y a eu quand même du boulot. C'est qu'en fait, j'ai fait des pages sur lesquelles on pouvait faire du mapping de contenu assez facile. Donc en fait, je peux directement attacher les catégories qui seront chargées sur cette page et il reste plus qu'à du coup les faire render dans le template à l'endroit qu'on souhaite en fait, pour pouvoir aller un peu plus vite. Donc on peut créer différents types de pages. Si je crée une page par exemple, donc catégorie qui me permet de mapper les catégories que je veux afficher sur ma page. Donc en général, ça va générer une requête qui récupérera les derniers articles de chacune de ces catégories. Et on a aussi des pages articles qui sont tout simplement des pages qui affichent un article, donc un blog post unique. Des pages statiques qui permettent de render des éléments qui sont contenus dans mon JSON que je pourrais récupérer au niveau du template, et des pages routeurs qui sont des pages intermédiaires qui, elles, redirigent vers une page ou l'autre. Et du coup, il y aura un peu plus de code à écrire, mais cette fois-ci côté Node. Voilà. Donc voilà, on a bien les pages ici. Et chacune de ces pages sont mappées automatiquement avec le menu. Ça me permet du coup de gérer l'ordre des pages. Je peux directement dire que je veux le formulaire de contact en deuxième position, je sauvegarde, et si je retourne sur le front, le formulaire de contact est bien en deuxième position. Voilà, j'avais créé quoi? Un système de galerie où on pouvait rajouter des photos. Ici, c'est tous les fichiers qu'on a postés dans chaque article. On peut les retrouver ici, donc ça permet de globaliser, de centraliser un peu la gestion de ces fichiers. La partie média dans laquelle on peut rajouter du contenu média, que ce soit audio ou vidéo. Donc mettre les iframes, etc. pour pouvoir les caler dans les pages. Et au niveau des articles, du coup, j'avais créé un système d'articles en utilisant Editor.js où on aurait quelque chose un peu WYSIWYG, quoi. What you see is what you get. Voilà. Test, test contenu. Et on peut rajouter effectivement des éléments, des listes, des titres, du contenu brut, uploader des images, faire des citations, etc., etc. Donc un petit panel sur le côté qui nous permet de rajouter des éléments supplémentaires, des tags, la description qu'on va retrouver en description méta du coup, pour le référencement, les photos de couverture qu'on peut uploader depuis ici, est-ce que c'est indexé ou pas. Euh, voilà, globalement ça crée directement un brouillon, donc dès que je crée un article, le brouillon est fait. Je vais le supprimer, voilà. Et pour des articles que j'ai déjà rédigés, du coup, on peut effectivement retrouver le statut, la catégorie, le type d'article, etc., etc. Alors ce back-office avait été prévu aussi pour créer des produits.
Donc c'est une partie sur laquelle j'avais commencé à bosser, mais je suis pas allé au bout. Mais on peut quand même créer un produit, mettre une description, on peut rajouter des images, rajouter des fichiers, quels fichiers sont publics, quels fichiers sont privés, une description et gérer des prix pour ces produits. Donc en fait, on peut créer des prix par tranche. Donc c'était quelque chose que je voulais faire, donc pour pouvoir gérer les quantités aussi également du coup, et des remises, des coupons remises par produit. Bon, je suis pas forcément allé trop loin sur cette partie, mais voilà, j'avais déjà conceptualisé un peu ce que je voulais faire. Pareil pour la partie newsletter. J'ai créé un système de newsletter en fait, de type scroll. Ça voudrait dire que si une personne s'inscrit au bout de votre 50e lettre, eh ben, ça voudrait dire que tout simplement, il récupérait ben, tout depuis le début et qu'on recommencerait depuis du coup la newsletter 1 et il recevrait dans l'ordre toutes les newsletters ben, jusqu'à votre 50e d'aujourd'hui. Dans le temps, bien sûr, pas d'une seule fois. Et ça vous permettrait du coup d'avoir du contenu qui est un peu moins obsolète. Bon, même si effectivement ça vous force à avoir une écriture qui dure dans le temps, mais bah, c'est bien pour pouvoir garder du contenu et ne pas le mettre à la poubelle, quoi. Tout ce que vous avez rédigé, vous allez pouvoir le réutiliser dans le temps. Voilà. Et bah, gérer les listes de subscribers, etc. Donc ça c'est une partie aussi qui avait déjà bien évolué, effectivement. J'ai déjà, je crois, les workers côté back pour pouvoir faire les envois et tout. Mais j'ai pas forcément poussé plus cette partie. Donc les ventes, les gestions des utilisateurs, etc., etc. Euh, les paramètres. Donc les paramètres, ce qui est cool, c'est que on peut gérer ici un JSON qu'on va retrouver dans absolument tous les templates. Donc pendant le render, tous ces JSON seront compilés sous une forme, ben, le nom de la section, donc global, underscore, et puis la clé. Donc en fait, je pourrais retrouver tous ces paramètres dans toutes les pages via ces variables, et du coup ben, s'en servir pendant les renders. Donc les titles pour les sites, ben, tous les URL pour pouvoir les avoir dynamiquement, on pourra concaténer avec global underscore website URL, ce genre de choses. Alors, il faut savoir que ce blog a été créé avec un système de cache, donc du cache Redis. Chacune de ces pages, en fait, quand on crée des articles, bah, se remet à jour, notamment pour les types de pages catégories, qui permet de mapper avec les derniers articles bah, des catégories qu'on a sélectionnées pour la page. Et du coup, il faudra maintenir un, un cache pour chacune de ces pages afin de retrouver le contenu à jour côté front. Alors côté code, on est sur une architecture assez traditionnelle, hein, avec ben, du Node Express, un système de routeurs qui va récupérer ben, d'autres sous-routeurs, on va dire, et les agréger sur des passes, etc. La gestion des modèles, donc on a tous les modèles qu'on vient de voir dans la présentation. Quelques libs, l'envoi de mail, l'image processing qui permet de faire de la compression, des randoms, de la security, donc pour générer des clés. J'avais commencé à travailler sur une documentation. Alors, il me semble que c'est du Jekyll, si je dis pas de bêtises ici. Ouais, c'est ça. Et là, je suis sur une branche où j'avais commencé à faire la migration vers du TypeScript. Je vais revenir sur la partie JS, voilà. Donc, j'ai créé, ouais, sur les modèles Mongo des initializers. Donc, c'est des méthodes statiques qui vont me permettre de créer pour chacun de mes modèles des jeux de données standards pour au moins être capable de lancer le CMS. C'est-à-dire que ben, les paramètres, il faut au moins des enregistrements de base pour que je puisse render mes templates, etc. On l'a vu tout à l'heure, notamment via les clés globales, etc. Donc la config. Ouais, j'ai créé pas mal d'outils CLI pour l'exécution de commandes, le déploiement, l'install, les installs de Mongo, obtenir les droits, parce que du coup j'utilise un Mongo
euh, qui est dans un Docker. Donc, ouais, ben, pour pouvoir y accéder, il faut passer par le numéro de container, enfin le nom du container, etc. Donc, j'avais créé des scripts pour me permettre d'aller un petit peu plus vite pour le faire. Donc, on a toutes les routes de la partie admin, les catégories, les médias, etc., etc., paramètres et tout. Pareil pour la partie API, du coup, parce qu'on déploie à la fois une API, une administration, une partie front, tout étant séparé. Et ce que j'avais prévu aussi, c'est que pour ce qui est des templates, dans les vues, on peut tout simplement se créer un sous-dossier avec le nom de son template. Donc si je crée un template que j'appelle Toto, je vais créer un sous-dossier Toto ici, et j'aurai besoin du coup ben, d'un minimum de templates pour pouvoir avoir toutes les pages du site. Le choix du template se fera via paramètres, donc ben, dans le document paramètres, du coup dans la base de données. Donc au niveau de la base de données, on retrouve ben, tous ces documents. Et pour ce qui est des configs, du coup, on retrouve ces éléments. Le thème qui nous permet de choisir le nom du template qu'on souhaite utiliser pour les renders. Et comme je vous disais, du coup, bah, il ne reste plus qu'à créer un petit dossier ici et le minimum de fichiers dont on a besoin. Alors, il y a aussi un système de worker aujourd'hui qui permet uniquement d'envoyer des mails, tout ce qui est transactionnel, bah, les mails de bienvenue, merci de vous être inscrit, etc., etc. Et la partie image, donc qui permet de faire de la compression. Pour chaque upload, je crée ben, plusieurs déclinaisons pour me permettre du coup en fonction de la page demandée, d'envoyer un élément qui est un peu plus léger en fonction du besoin. Et enfin, bien sûr, l'affichage de l'article en lui-même, essayer d'afficher quelque chose un peu plus qualitatif, quoi. Alors, on va vérifier pour cet existant combien de lignes de code à peu près il nous faudrait pour l'avoir dans cet état. Donc, paste, hop, voilà. On va arrondir à 9000 environ lignes de code pour à peu près un mois et demi, 2 mois de boulot sur du temps plein. Effectivement, moi, je l'ai étalé dans la durée. Alors, pour pouvoir choisir mon nouvel outil, je n'ai pas fait un choix au hasard. Je suis passé du coup par un process de comparatif, du coup de solutions que j'aurais pu utiliser pour refaire mon blog. Alors, pour ça, j'ai mis en concurrence deux outils. Payload CMS qui est passé open source il n'y a pas longtemps. Apparemment, l'équipe de Payload CMS aurait rejoint Y Combinator, qui est un incubateur en Californie. Donc leur outil, il est sympa, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Le back-office est sympa. On a des outils WYSIWYG qui sont pratiques. Un des trucs que j'ai remarqué, puisque j'ai fait le test, qui est assez désagréable, c'est que quand on écrit, la barre d'outils, elle reste en haut. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois scroller, activer un titre, redescendre, faire ceci, re-scroller, faire cela. C'est un peu long. Donc effectivement, ça c'était un des trucs qui m'avait un peu perturbé à l'utilisation. Et Strapi, qui est un outil que je connaissais déjà, que j'avais utilisé, je crois, entre 2019 et 2020, mais qui à l'époque ne m'avait pas totalement convaincu. Parce qu'en fait, on peut faire pas mal de choses en Strapi, mais il y a quand même des limites. Euh, alors, Strapi utilise une base Postgres, donc c'est une base SQL, qui déjà est un peu moins souple que ce que propose Payload CMS. Payload CMS, en fait, il utilise une base Mongo, qui est beaucoup plus souple et qui permet de faire pas mal de choses, du coup, l'ajout dynamique d'un champ, etc., qui ne force pas à refaire la structure de base et à rebooter du coup l'instance si on a envie de le faire, quoi. Autre chose, Trapi, à l'époque, moi quand je m'en étais servi, il était en JS. Alors aujourd'hui, il est toujours en JS, mais ils ont sorti une bêta en TypeScript. Et je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas utiliser cette version bêta et la tester justement pour pouvoir refaire mon blog. Payload, quant à lui, est déjà en TypeScript de base. Alors, pour le comparatif, j'ai décidé de les noter sur 10 points. Donc, chaque critère comptant pour 2 points.
Alors, il y en a 5, le langage, la base de données, l'âge du code source, la documentation et la flexibilité, chacun sur 2 points. Donc Payload CMS obtient un total de 6 points, puisque le langage c'est du TypeScript, je mets 2 points. La base de données c'est du Mongo, c'est très souple, j'ai mis 2 points. L'âge du code source c'est très récent, donc il y a quand même des petits trucs, je pense, qui sont pas au top et qui vont revoir prochainement. La documentation, parce qu'elle n'est pas très complète, et on peut le regarder ensemble. Donc si on va sur la documentation, euh, REST API par exemple. Alors la documentation, elle n'est pas très complète. Si par exemple je souhaite peupler un élément, je ne sais pas trop comment le faire, s'il y a des clés foreign key, si je souhaite exclure un champ de mon modèle que j'aimerais pas forcément rendre privé, mais pour certaines requêtes ne pas l'inclure, notamment le contenu. Moi, quand je veux récupérer par exemple la liste de tous mes derniers posts, de tous mes derniers articles du coup sur le blog, j'aimerais par exemple ne pas charger tout le temps le contenu. Parce que le contenu, c'est quelque chose de volumineux, c'est lui qui contient du coup l'article, c'est assez dense. Moi, j'aimerais peut-être juste la description, ça me suffit. Notamment pour les pages telles que l'index, enfin la page d'accueil du coup. Je sais pas trop comment le faire du coup ici, puisque c'est pas forcément évident. Il expose une API GraphQL, donc c'est sympa. Je me suis dit tiens, on va faire du GraphQL, du coup on va pouvoir customiser un peu tout ça. Sauf que pour la partie GraphQL, Payload CMS utilise une variable qui arrive en entrée, donc en argument d'une callback. Et du coup, je sais pas trop quelles sont toutes les possibilités de typage que j'aurai, qu'est-ce qu'il attend exactement comme type de retour. Même si ça a l'air d'être quelque chose de standard, moi, quand j'écris du GraphQL, en général, j'écris avec la syntaxe GQL, quoi. Donc, de le faire sous forme d'objet comme ça, sans plus de documentation, je vous avoue que c'est pas forcément très évident. Et pour revenir à la notation, au niveau de la flexibilité pour Payload CMS, j'ai mis aussi un point, parce qu'en fait, il se trouve que Payload CMS, il est orienté configuration. Ça veut dire que, en fait, dans l'index, votre framework va retourner ce qu'on appelle une config. Alors, je ne sais pas si on a un exemple ici, j'aimerais vous montrer ça. Euh, Customizing, overriding. Est-ce qu'il montre un exemple de config? Bon, je pense que ça va être plus rapide de le regarder au niveau du code source. Donc, Payload CMS, il exporte une config. Il est orienté config. Ça veut dire que on a globalement un fichier qui va exporter toutes les collections, donc tous les modèles qu'on souhaiterait utiliser dans notre backend. Et en fait, il se trouve que pour pouvoir customiser ça, on va extend cette config. Donc le système de plugin, comment il fonctionne? Il va passer dans une callback une config, donc un état de config, un objet, qu'on va pouvoir surcharger et return à chaque fois. Et le système de plugin va fonctionner comme ça. À chaque fois, on va surcharger cette config. Alors mon problème, c'est que cette config ne permet pas d'override les routes. Si moi je veux faire quelque chose d'un peu custom, je suis obligé de passer par du GraphQL, et le GraphQL que eux utilisent, c'est pas une syntaxe GQL, c'est du GraphQL type objet, avec des choses qui sont un peu opaques parce que ça arrive en entrée de callback, donc au niveau du typage, on s'y retrouve pas trop. Je vous avoue que c'est pas forcément terrible sur cette partie-là, et en plus c'est pas documenté, parce que je pense que c'est un peu trop récent. Alors, si on revient du coup à notre notation, pour Strapi, le langage, alors effectivement, c'est globalement du JS, mais il est passé sur une version TypeScript sur la bêta, et moi, ce que j'ai essayé de faire du coup, c'est en utilisant la version de TypeScript de refaire le blog, et franchement, c'est super sympa. Moi, je suis très content de cette version de bêta qui est relativement stable, j'ai pas eu de problème, et ça se passe très bien. Au niveau de la base de données, je l'ai retiré un point parce que du Postgres, c'est un peu moins souple que du Mongo. On est obligé de refaire des déploiements si on fait des migrations de tables, etc. L'âge du code source, bon, c'est un peu plus... Strapi est un petit peu plus vieux comme outil, donc il est un peu plus étoffé au niveau de son code source. La documentation, elle est nickel. Si vous jetez un œil à la documentation, vous avez même des exemples complets de comment faire un blog, etc.
Alors non, ça c'est un showcase. Ouais, ouais, non, c'est toujours le showcase. Tutorials. Ah ouais, ils l'ont fait, ok, ils l'ont fait sous forme de tuto comme ça. Ouais, bon, il y a des trucs sympas. Et au niveau de la documentation, donc c'est relativement bien fait, très étoffé. Tout ce qu'on veut faire, bah, il y a une section qui nous explique comment faire, les routes, les surcharger, etc., etc. On peut absolument tout faire, donc ça c'est top. Donc au niveau de la documentation et de la flexibilité, Strapi est vraiment top. Il a perdu juste un point pour la base de données, mais franchement, je l'aurais mis 10 sur 10 comme outil. Et je vous avoue que mon avis sur Strapi, du coup, il a quand même bien changé, parce que j'ai vu l'évolution de l'outil depuis 2019 à aujourd'hui. Ils ont parcouru quand même beaucoup de chemin et l'outil est beaucoup plus robuste aujourd'hui que la concurrence. Manifestement, enfin j'ai testé autre chose, c'est ce qui est aujourd'hui plus avancé, plus stable et plus flexible pour faire ce dont on a besoin. Mackay Beats. Alors verdict, voilà à quoi ça ressemble. Donc on est resté sur quelque chose de relativement simple, épuré. J'ai récupéré quelques articles de l'ancien blog et du coup voici la page article. Je me suis réservé un peu d'espace à droite pour pouvoir afficher du contenu. On peut retrouver toutes nos vidéos YouTube. On peut retrouver tous les podcasts. Un petit formulaire d'inscription à la newsletter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire. Et je retrouve bien mon utilisateur dans le back-office. Les CGU, générés avec des éléments dynamiques. Les médias. Le formulaire de contact qui récupère notre CAPTCHA qu'on avait fait sur le précédent blog. Donc on retrouve bien notre formulaire de contact ici. Alors, bilan de ce portage. L'ancienne version était faite, je disais, en Node Express Handlebars. Et cette nouvelle version a été faite en Next TypeScript avec un back Strapi TypeScript en version bêta. Donc le gros changement entre les deux, j'ai envie de dire, c'est essentiellement le langage, la base de données bien sûr, puisqu'on est passé de Mongo à Postgres. Et du coup, sur cette nouvelle mouture, j'ai opté pour un Tailwind.js pour tout ce qui est CSS. Alors Tailwind, contrairement à un Bootstrap, ne va pas exporter des composants déjà faits, mais uniquement des classes CSS qu'on va pouvoir utiliser pour créer nous-mêmes nos propres composants. Et puis comme on est sur du React, ça me permettait du coup de créer mes composants et de les réutiliser. Alors la version originale du blog a été créée, je disais, en à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Ça représente à peu près 10 000 à 15 000 lignes de code en tout. C'est énormément de boulot, je suis parti from scratch, donc il y avait quand même beaucoup de choses à faire et il reste aussi encore beaucoup de choses à faire. Cette version n'est pas forcément plus complète, mais elle a été faite beaucoup plus rapidement, puisque là on est sur, alors pour la partie Next, à peu près 2700-2800 lignes de code.
Pour la partie Strapi, je pense qu'on est autour des 500 lignes de code, puisqu'il n'y a pas forcément énormément de choses décrites, essentiellement des modèles et puis des custom comportements au niveau des life cycles, surtout des hooks, ce genre de choses. Voilà. Et ça a été fait en à peu près 2 à 3 jours. Donc on a quand même gagné énormément de temps entre la première mouture et celle-ci. Et ça représente quelque chose qui n'est pas négligeable à l'échelle d'un projet. Voilà. Donc la différence, c'est qu'effectivement les choses sont peut-être un peu moins personnalisées, mais pas pour autant moins personnalisables, puisque Strapi reste quand même très ouvert et permet énormément de customisation. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que la solution elle est très évolutive et je vous la recommande chaudement. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous propose de me retrouver sur le site, cette fois-ci, dev-freelance.fr, ainsi que sur YouTube. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.